Précédemment, dans OVNI, enquête secrète, Je savais qu'elle n'était pas humaine. une enquête sur une rencontre terrifiante avec des extraterrestres à peau bleue. Elle m'a dit... Chut, n'aie pas peur. Révèle leur lien potentiel avec des ovnis qui changent de forme, aperçus dans le ciel. Désormais, une nouvelle menace semble émerger dans le nord-est des États-Unis. On aurait dit des fourmis, avec des jambes comme des bateaux. Et des observations de vaisseaux en forme d'orbe incandescent se multiplient. J'ai aperçu une grosse boule de lave. J'étais morte de peur. J'ai senti qu'il ne fallait pas que cette chose me voie. Mais que veulent ces aliens? Jusqu'où je peux aller dans le glauque? Sympa de retrouver le nord-est des États-Unis. C'est une région extrêmement active, qui recense une multitude de visites, ou en tout cas, de phénomènes lumineux dans le ciel. Oui, beaucoup de gens ont vu un ovni aux allures d'orbe incandescent. Depuis plus de 300 ans, le Nord-Est a connu davantage de rencontres du troisième type que partout ailleurs aux États-Unis. Et le regain récent d'activité laisse entendre qu'une entité s'y intéresse de plus belle. Un type d'ovni en particulier est observé de plus en plus fréquemment. Rien qu'en 2021, 48 orbes incandescents ont été aperçus entre New York et le Maine. Cette recrudescence des signalements serait-elle annonciatrice d'une possible invasion venue de l'espace? Notre témoin était seule chez elle. Son mari était en déplacement. Quand elle a regardé par la fenêtre, elle a paniqué. Elle a vu une sorte de disque lumineux en stationnaire dans la forêt. J'espère qu'elle pourra nous raconter à quoi il ressemblait et où il était situé depuis sa fenêtre, pour qu'on sache si ça colle avec les récits récurrents qu'on a eus sur les orbes ces temps-ci. Merci infiniment de nous recevoir chez vous. Mais oui, Des expériences paranormales avant ça? personnellement, je n'avais jamais eu d'expérience paranormale de ma vie. En même temps, ça ne vous fascine pas. Non, exact. Au contraire, ça me fait peur. Racontez-nous en détail les événements de cette nuit-là. Ouais. « 3h34 du matin. Mon mari était en Caroline du Nord. Je commençais à m'endormir quand, tout à coup, j'ai entendu un bourdonnement sourd. Le temps que j'émerge et que je me dise « sûrement le train », j'ai été éblouie par une lumière éclatante, d'un orange vif. Une énorme boule de lave, je dirais, en suspension. J'ai pris mon portable, histoire de la filmer. C'est devenu une lumière blanche. Et cette lumière unique s'est aussi démultipliée en un faisceau lumineux. Tandis que la lumière de l'OVNI se transforme, Samantha a la sensation d'être face à un prédateur. Elle cherchait sa proie. Elle sondait les lieux. Là, j'ai envoyé un texto à Brian. Au secours, il y a quelque chose dehors. Je suis paniquée. Et je lui ai envoyé une des vidéos. Mais son mari ne la recevra jamais. Et comme leurs portables à tous les deux se mettent à bugger, il devra même lui envoyer un mail.
J'étais morte de peur. J'ai senti qu'il ne fallait pas que cette chose me voie. Et puis, je me suis réveillée à 13 heures. J'étais dans tous mes états. Je ne me rappelais pas du tout m'être endormie. Des médicaments que vous auriez pris la veille et qui vous auraient assommé? Non. De l'alcool? Non. Pas d'alcool. Rien de rien. Ça m'évoque une expérience de temps manquant. Vous avez l'impression qu'il vous est arrivé quelque chose? Que vous auriez été enlevé? J'ai l'impression d'un grand trou noir. Je me souviens de la peur qui montait en puissance. Au bout d'une grosse heure à regarder ça. Et après, plus rien. Comme la plupart des gens confrontés à des visites du troisième type, Samantha veut comprendre ce qui lui est arrivé cette nuit-là. A-t-elle été enlevée et ses ravisseurs vont-ils revenir? La boule de feu, ou orbe incandescent, est l'un des ovnis les plus couramment aperçus aux États-Unis, surtout en Nouvelle-Angleterre. Alors que ce phénomène a été observé au fil des siècles, il est néanmoins en augmentation depuis le crash de Roswell en 1947. J'aimerais en savoir plus sur la hauteur et l'inclinaison de ce que vous avez vu. Vous pourriez nous montrer où c'était? Mais oui, tout de suite. Parfait, on vous suit. Alors regardez ça. Ce que j'apprécie chez Samantha, c'est qu'elle garde la tête froide. Elle n'enjolive pas la situation. Elle hésite même beaucoup à en parler. C'est par cette fenêtre. Vous l'avez d'abord vue où? Je l'ai vue, disons, à mi-hauteur du toit. À environ 6 mètres au-dessus du toit du garage. D'après vous, il bougeait à quelle vitesse? Au maximum, 8 km/h. Comme un promeneur. Vous répondriez quoi si quelqu'un vous disait que vous aviez confondu ça avec la Lune? Je suis sûre et certaine que ce n'était pas la Lune, car cette chose d'un orange vif changeait de couleur. Quand j'ai remarqué qu'elle avait l'intelligence de se déplacer lentement entre les arbres, j'ai senti qu'elle était en mode prédateur et qu'il ne fallait pas qu'elle me voie. C'est peut-être même Samantha, la proie. Qu'on les appelle boules de feu ou orbes, le terme que j'utilise, ils sont très fréquents. Et quiconque a perdu la notion du temps face à eux a sûrement été victime d'abduction. L'expérience de Samantha indiquerait-elle que les créatures aux commandes de ces vaisseaux intensifient les contacts avec les humains? Réussir à filmer un ovni, c'est top. Parce qu'on peut décortiquer la vidéo, l'étudier, l'analyser. Enfin, sa description était déjà extra. C'est un témoin totalement crédible. Samantha était terrifiée. Ce qui est normal. Elle s'est réveillée sans avoir eu conscience de s'être endormie. Exact. Il s'est passé quoi? Et ce truc que j'ai vu par la fenêtre? Je tiens à signaler qu'une fois encore, on a de l'eau pas loin. Voire carrément en face de chez elle. Je ne sais pas trop quoi en penser. Cette zone, on le sait, est très sensible. Désireux d'en savoir plus sur les orbes incandescents qui espionnent la région, Ben et Melissa mettent le cap à l'est dès le lendemain. À 120 km, un autre habitant du Massachusetts est hanté par une rencontre similaire depuis plus de 50 ans. J'ai vraiment hâte d'entendre son récit. Un témoignage pareil, ça donne vraiment envie de tirer tout ça au clair. Ben et Melissa retrouvent ce témoin dans le restaurant d'Auburn, dans le Massachusetts, que sa famille possède depuis des générations. Et c'est justement de là qu'ils partaient pour rentrer chez eux lorsqu'ils ont fait cette rencontre terrifiante, il y a plus d'un demi-siècle. Tom! Enchanté. Mon acolyte, Melissa. Ravi de vous rencontrer enfin. De même. Ça vous va de monter pour nous emmener sur place? Tout à fait. C'est parti? Tous les trois reconstituent le trajet de Tom et de sa famille lors de cette soirée fatidique.
Je vous fais prendre exactement le même chemin que nous ce soir-là. C'était le 1er septembre 1969, un jour férié quoi. On avait fermé tard car c'était le seul resto du coin et on connaissait tout le monde. On avait fait une bonne journée mais la nuit venait de tomber et on voulait se coucher à 21h max. On roulait donc sur cette route. C'est votre itinéraire habituel? Oui. Mais cette route n'est pas goudronnée. Voilà, c'est pile poil l'endroit. Ce pont. Oui. On s'est engagé dessus vers 20h30. Quel effet ça vous fait de repasser sur ce pont? C'est un peu déstabilisant. Les lieux, le resto, ça fait remonter les souvenirs. Alors, on était dans un break. Avec ma mère au volant et ma grand-mère sur le siège passager. Alors qu'on franchissait le pont, ma grand-mère s'est retournée et a vu une sphère. Un truc gigantesque. Avec comme un pli, une vague en plein milieu. L'image était très nette. Elle est apparue juste là. Oui, juste au-dessus de l'eau. On s'est arrêté sur place avec la sensation d'être au fond de l'eau. Il régnait un silence absolu, comme si quelqu'un avait mis la vie sur pause. Et soudain, il y a eu un flash. D'après ma mère, cette sphère blanche s'est dirigée vers nous et c'est la lumière blanche qu'on a vue. Et c'est notre dernier souvenir en voiture. L'horreur ne faisait que commencer. C'est en voiture que vous avez soudain perdu connaissance? Pile à côté du deuxième poteau de téléphone. Et c'est fou parce que chacun de nous n'a que des bribes de souvenirs. Mais quand on s'est réveillé, j'emploie ce verbe faute de mieux, bref, on s'est réveillé à des moments différents, pas tous en même temps. C'est bizarre. La voiture était arrêtée. Ma grand-mère était au volant, ma mère sur le siège passager. Moi, à la même place, avec la tête de mon frère sur la cuisse. Du temps manquant pour vous aussi? Presque 3 heures. On a parlé hier à une jeune femme de la région, victime de blackout après avoir vu d'étranges lumières. Il y a forcément quelque chose, puisque ça se reproduit. Cet endroit recèle un secret. Ça vous fait quoi d'être ici, Tom? J'ai comme des frissons dans le dos. Et je me sens un peu nerveux. J'ai la bouche sèche depuis ce matin. Cet endroit précis me perturbe beaucoup. Et j'ignore pourquoi, car je n'ai aucun souvenir atroce d'ici. N'empêche, j'ai la chair de poule. Quand un événement passé vous secoue encore des dizaines d'années plus tard, c'est que vous souffrez de stress post-traumatique. Mais c'est bizarre parce que je ne suis jamais dans cet état, même sur le pont. C'est uniquement ici que je me sens mal. Alors partons d'ici et retournons au restaurant. Tom a beau ne pas se souvenir de l'intégralité de ces 3 heures, il a néanmoins des images terrifiantes qui lui reviennent. Merci infiniment pour votre témoignage. Je voudrais vraiment revenir dessus en profondeur, avoir plus de détails. Oui, reprenez depuis le début. Ça risque d'être la partie la plus délicate. La voiture s'arrête, vous voyez l'orbe, et à partir de là, il se passe quoi jusqu'à votre réveil? Pouvez-vous nous relater en détail ce dont vous vous souvenez? Oui. Tom s'est retrouvé à bord d'un gigantesque vaisseau spatial sans rien savoir du reste de sa famille.
Je me rappelle être à l'intérieur, assis sur une sorte de table d'autopsie. Mais il n'était pas seul. Il y avait des créatures. On aurait dit des fourmis, avec la tête comme un ballon de foot et des jambes comme des bateaux. Impossible pour lui de s'enfuir. Un instrument est descendu du plafond pour me maintenir immobile. Et on m'a jeté dessus des sortes de raisins secs géants. Vous ressentiez quoi tout ce temps-là? J'étais plus ou moins en panique. Et j'ai aussi d'autres souvenirs que j'évoque rarement. Par exemple, la douleur. Je me rappelle être assis et hurler parce que j'avais comme de l'eau bouillante qui me coulait dans le dos et sur les bras. Comme s'il vous injectait un produit? Voilà, un liquide, un fluide. Et ça me faisait mal, notamment au bras. C'est un cauchemar. C'est vraiment terrifiant. Je me sentais comme maintenant. J'ai de nouveau des frissons. Votre mère ou votre grand-mère ont vécu la même chose? Je me souviens de ma mère, je crois, qui m'appelait en hurlant. Je suis père et je vous assure que votre récit me bouleverse. Je remuerai ciel et terre pour trouver des réponses. Vous évoquiez un insectoïde à tête de fourmi. Oui, j'en ai même un portrait dans ma mallette. Vous pouvez nous le montrer? C'est très ressemblant. Mon frère et moi l'avons fait faire à prix d'or. Les chercheurs en ufologie connaissent bien ces insectoïdes, comme on les appelle. Cet incident fait officiellement partie de l'histoire du Massachusetts. C'est la toute première apparition d'un ovni dont l'authenticité a été officiellement reconnue. C'est une période où ces phénomènes se multiplient. Une jeune femme nous a aussi confié avoir vu une sphère ardente. C'est le plus fréquent ici, les sphères. Et ça bouge à l'intérieur. On dirait de la lave. Oui, on nous a parlé du cœur en fusion. Serait-il possible que ces sphères communiquent sans que les témoins s'en aperçoivent? Elles viennent magouiller et repartent. Mission accomplie. Ça ferait partie d'une même opération de surveillance ou de reconnaissance. Je sais que c'est dur pour vous. Je vois bien que vous avez toujours du mal. Je vous suis reconnaissant d'être la voix de tous les anonymes qui ont vécu ça. Merci de m'avoir écouté. C'est nous. Les interactions des insectoïdes avec les captifs sont très traumatisantes. Cette expérience épouvantable relève de la torture. Ils n'ont aucune empathie pour les humains. Absolument aucune. Ces êtres intelligents savent ce qu'ils font. D'après les descriptions, ils ont des yeux globuleux et des mandibules à la place de la bouche. À mon sens, il vaut mieux ne pas tomber entre leurs griffes. Une nouvelle vidéo provenant de Fairfield, Connecticut, à environ 160 km au sud-ouest d'Auburn, Massachusetts, retient l'attention de Ben. On y voit un objet non identifié passer à la vitesse de l'éclair derrière une maison en plein jour. Y aurait-il un lien avec les ovnis qui ont espionné Tom et Samantha? Des tendances commencent à émerger. Cette observation de jour m'incite à penser que nos visiteurs intensifient leur présence. Dans cette région, les apparitions ont augmenté de quasiment 300% au cours des 10 dernières années. Il y a des signalements ici à Auburn. Et à Sheffield. Sans oublier Fairfield, Connecticut. Ils quadrillent la Nouvelle-Angleterre. Ça m'inquiète. Pourquoi ils viennent tous ici? Et deviennent-ils plus agressifs? Mark DeAntonio, à Terryville, est un virtuose de l'analyse vidéo. J'aimerais avoir son avis sur celle-ci. Et moi, je vais aller consulter notre cher Brian pour en savoir plus sur le contexte historique. Brian est une encyclopédie vivante. Il connaît tout. Va voir Mark. Je file chez Brian et on fait le point après.
Ça me va. Ben prend la route de Terryville, dans le Connecticut, pour y retrouver son vieil ami, l'astronome Marc De Antonio. Marc! Salut Ben. Cela fait 15 ans que Marc est l'analyste photo et vidéo en chef de l'organisation Mutual UFO Network, ou MUFON. J'ai plein de choses à te montrer si ça te tente. Et moi à te raconter. Génial. On attaque? Allons-y. Cool. L'auteur de cette vidéo a demandé à rester anonyme. C'est seulement après l'avoir visionnée qu'il a remarqué quelques bizarreries. Alors, t'en dis quoi? Lorsque je l'ai regardé, plusieurs détails troublants m'ont interpellé. Comme ici. Il dirige son drone vers la maison. Mais tout à coup, le drone prend un peu d'altitude. Et là, un drôle de machin volant arrive par en haut, à droite, et plonge au niveau du faîte. Ça m'a tout de suite fait tilt. Du coup, on a un changement de perspective. Il apparaît en premier plan et passe derrière la maison. Voilà. Alors, à force de revisionner la vidéo, je me suis rendu compte que ce n'était pas la seule anomalie. Il y en a carrément plusieurs. Mais encore? Je te montre. Tu as sûrement vu ces traînées blanches. Si tu regardes de plus près, tu n'en croiras pas tes yeux. Elles décrivent une orbite. La caméra aurait-elle filmé non pas un objet volant, mais toute une escadrille d'ovnis en arrière-plan? Mais on voit soudain un objet lumineux fuser. L'objet numéro 1. Oui, et je confirme. Ce n'est pas une anomalie lumineuse qui disparaît dans le gris du toit. Et apparemment, il tire sur le jaune. Ce qui correspond à la description de l'OVNI faite par Tom et Samantha. Si tu avances, tu en vois un autre en haut. Il descend, descend, et semble se volatiliser. Ok, après analyse, tu en conclus quoi? Il vole sûrement à 60 km/h, voire plus. Mais je doute qu'il aille au-delà. Bilan, cet objet faisait, disons, du 40 ou 50 à l'heure. D'accord. Tout comme l'a décrit Samantha, l'engin circulaire semble avoir volontairement ralenti pour survoler la maison. Je suis un scientifique, j'évite les conclusions hâtives. Mais on est en droit de se demander ce que propose la science face à l'inexpliqué. Aujourd'hui, les gens sont plus au courant, plus à l'affût de ces phénomènes. Faute de réponse, à nous d'élucider l'inexpliqué. Après tout ce que Marc a observé, lui et moi sommes tombés d'accord. Il se passe bel et bien quelque chose ici et on sera bientôt fixé. Et surtout, n'oublions pas que le nombre de signalements ne cesse d'augmenter. Que ce soit sur l'eau ou sur Terre. Ça bouge depuis des dizaines d'années au moins. Je dirais même des milliers. Voire plus. Tandis que Ben continue de plancher sur la vidéo de Fairfield, Melissa mène l'enquête de son côté à la recherche d'autres manifestations d'orbes et d'insectoïdes en Nouvelle-Angleterre. Elle découvre alors un réseau d'occurrences plus vaste qu'elle ne soupçonnait et qui s'étale sur des décennies. Cette région croule littéralement sous les apparitions d'ovnis. J'ai rendez-vous avec Brian Boden. Ce spécialiste local sait tout ce qui se passe dans le coin. Et j'espère qu'il en connaît aussi la cause. Melissa, quel plaisir, entrez. Brian est historien, auteur et chercheur en ufologie et paranormal depuis plus de 40 ans. Ravi de vous voir, Melissa. Quel bon vent vous amène chez moi? J'enquête sur une série de rencontres et de visites dont l'épicentre serait la Nouvelle-Angleterre. Avez-vous l'impression que cette région, en particulier, est la cible de mystérieuses entités? Absolument. C'est une région très étrange, aux nombreuses anomalies magnétiques. On a découvert récemment qu'une anomalie magnétique de notre système solaire produisait une sorte de super autoroute. Les deux sont peut-être liés.
La NASA a récemment mis en évidence des bulles magnétiques aux confins de notre système solaire. Leur nature exacte reste à déterminer, mais certains avancent qu'elles serviraient de phare pour guider les extraterrestres. Des aliens emprunteraient-ils ces voies magnétiques menant directement à la planète Terre? Si ces vaisseaux viennent avec un objectif précis, ils atterrissent ici. Ils repèrent des gens et les kidnappent pour mener des expériences scientifiques, tandis qu'ils poursuivent leur petit bonhomme de chemin dans l'univers. Ces gens servent de cobayes. Il se trame quelque chose ici. Et cela dure depuis des décennies. En Nouvelle-Angleterre, l'une des toutes premières apparitions d'orbes a eu lieu dans le Connecticut, fin des années 50. En 1957, vers Hartford, pas très loin d'ici, un objet blanc a été vu dans les airs par un lieutenant-colonel. Frank Woolley a affirmé que cet objet blanc était resté en stationnaire au-dessus de lui quasiment 45 minutes avant de s'envoler tout à coup. Et le signalement de Woolley n'était qu'un début. 3 ans plus tard, toujours vers Hartford, une dame a vu un objet tomber du ciel. Plusieurs témoins ont signalé le même incident, mais personne n'a réussi à mettre la main sur le moindre débris. Désormais, les observations vont se multiplier. Fin des années 70, début des années 80, entre Meriden et Danbury, plus d'une dizaine d'agents de police ont déclaré avoir vu des objets volants dans le ciel. Puis, au milieu des années 80, plusieurs habitants de Newtown, proche de la frontière, ont pris de multiples photos d'un vaisseau. On a des témoignages des années 1950, 60, 70, 80. Pensez-vous que les êtres qui nous rendent visite, depuis probablement les années 1950, aient changé? Que ça pourrait être des créatures totalement différentes? Je doute que les créatures aient changé, mais leur vaisseau, oui. Il y a plus d'orbes incandescents, métamorphes, et moins de gigantesques vaisseaux. Tout comme nous avons de nouveaux modèles de véhicules, jets, voitures, avions, les leurs évoluent aussi. Au début, les gens voyaient la traditionnelle soucoupe volante. Désormais, la tendance est à l'orbe orange qui change de couleur pour devenir rouge, vert ou bleu. Mais cet orbe est contrôlé par une intelligence. La technologie extraterrestre évoluerait-elle à une vitesse inquiétante? Sommes-nous déjà irrémédiablement dépassés? Sinon, un détail m'a intriguée. En entretien, une dame nous a dit avoir vu des orbes ou des boules de feu. Bref, elle a fait plusieurs vidéos et on ne sait pas trop ce qui s'est passé. À son réveil, impossible de rallumer son portable. On a une autre victime d'enlèvement, Tom Reed. Oui, je le connais. Il coche toutes les cases dont on a parlé. Il était près d'un cours d'eau quand c'est arrivé. Il a perdu la notion du temps. Et bingo, panne électrique massive. Les gens qui ont des interactions avec les orbes vivent souvent une expérience de temps manquant. Tom Reed est hanté par cette rencontre depuis des décennies. Mais en réalité, devrait-il s'estimer chanceux? Vous comprenez que ceux qui vivent de telles expériences soient effrayés, terrifiés? Jusqu'où je peux aller dans le glauque? Dans les années 70, 80 et 90, on a eu des cas de bétail mutilé, et aussi d'êtres humains. Toujours le même scénario. Et zéro indice. Sauf erreur, vous-même avez de nombreuses expériences à votre actif. Tout à fait. J'en ai pas mal. Notamment, je revenais de Waterbury par une nuit magnifique, sous un ciel étoilé. Et au niveau de la Nationale 6, ma petite amie de l'époque, qui regardait par la fenêtre, s'est exclamée « C'est quoi ça ?» On aurait dit une baudruche. Ça a survolé mon pick-up. C'était aussi grand qu'un stade et totalement silencieux. J'ai fini par me garer sur le côté. Je suis sorti, ça avait disparu. Aujourd'hui encore, ma petite amie, devenue ma femme, parle d'un ballon météo, mais c'est faux. Conclusion, c'est une zone très active.
Ces orbes ont-ils un pilote à bord ou s'agit-il de sondes de surveillance dirigées par des extraterrestres avec une idée derrière la tête? Et l'objectif final de ces insectoïdes est-il de bon augure pour l'humanité? Brian m'a mise sur une piste extra, l'affaire Bantam. Notre prochaine étape, rencontrer le capitaine des pompiers et aussi explorer le lac. Dès le lendemain, Melissa rejoint Ben et tous deux partent pour le lac Bantam, où ils retrouveront Dick Duffy, le capitaine des pompiers qui était de service la nuit où un orbe incandescent a illuminé le ciel de la région. Rick Duffy. Enchanté. De même. Ben, enchanté. Bonjour Ben. De même. Merci d'être venu jusqu'ici. Vous avez été capitaine longtemps? 10 ans, et j'ai passé 49 ans dans cette caserne. À l'époque de l'incident, c'était moi le capitaine. Vous êtes l'homme de la situation. On a beaucoup de chance. Et pas qu'un peu. Alors, racontez-nous. Tout a commencé vers 2 heures du matin. On nous a signalé quelque chose dans le ciel qui émettait une sorte de lueur verte. Un policier d'État qui était justement en ville a vu aussi cette lumière verte dans le ciel. Et apparemment, elle aurait fini dans le lac. Le standard de police secours croule sous les appels. Des dizaines d'habitants qui ont assisté à la même scène se retrouvent sans électricité. L'une de mes filles vivait au bord du lac. Quand cet objet a traversé le ciel, tout a disjoncté chez elle. Et dès qu'il a disparu, le courant est revenu. C'est vraiment très curieux. Des interférences pareilles. Plus étrange encore, la métamorphose du lac, d'ordinaire paisible. Je suis arrivé et pendant 5 à 10 minutes, j'ai vu des vagues se déchaîner comme des folles sur la rive. J'en reviens pas de votre description du mini-tsunami. Ça a duré quoi, 5 à 10 minutes, c'est ça? C'est ça. Un orbe et son équipage extraterrestre se seraient-ils abîmés dans le lac il y a 10 ans? Et les preuves de cette catastrophe y seraient-elles encore? Ben et Melissa veulent en avoir le cœur net. Ça, c'est le nord, je crois. Oui, et l'ouest est ici. C'est là que le policier l'a repéré, dans ce périmètre. Et votre fille? Elle habitait où, du coup? Pas loin de la 209. Juste ici? Oui, dans ce périmètre. Elle a parlé de coupure pendant le survol. Il a donc suivi cette trajectoire. Il venait de l'ouest? De par là, de l'ouest. Et il s'est sûrement écrasé à cet endroit, j'imagine. Oui, pile en face de la rive nord. C'est peu banal, et je pèse mes mots. Même les météorites, à ce que je sache, ne provoquent pas d'interférences pareilles. Apparemment, ils avaient parlé de monter une opération de recherche avec des plongeurs. Mais j'ignore si ça s'est concrétisé. J'ai entendu dire qu'ils auraient envoyé 2-3 plongeurs pour tenter de retrouver quelque chose. Mais, à ma connaissance, ils ont fait chou blanc. Trop de vases. C'est très profond. Je préconise de mettre un appareil à l'eau pour sonder la vase, pour savoir s'il reste quelque chose là-dedans. Mais des pêcheurs ou autres auraient forcément remonté un truc. Ils auraient remarqué cette épave énorme sous l'eau. C'est pas faux. Est-il possible qu'elle y soit encore? Après réflexion, Ben et Melissa démarrent leur recherche avec un drone. Il est bien stable. Je lui donne le cap et c'est parti.
On voit déjà à une centaine de mètres d'ici. Si j'oriente mieux la caméra, on surplombera les arbres. Quelque chose attirera peut-être notre attention le long de la rive. Bon, ramenons-le par là, histoire d'examiner cette rive. C'est quoi au milieu du lac? Allons voir. Aucune idée. On dirait un gros rocher. Si tant est que ça se soit produit sur cette rive, il n'y a aucune trace d'impact terrestre. Ok. En tout cas, c'est l'endroit idéal pour un crash. Oui, je valide. Regarde cette vue plongeante sur le lac hyper vaseux. Je doute qu'on repère quoi que ce soit depuis les airs. Faisons-lui faire demi-tour et tentons notre chance sous l'eau. Banco. Cool. Ça devrait nous donner un bon aperçu de ce qui est là-dessous. Bon, je l'envoie de ce côté. Il est un peu trop profond. Ok, je rectifie. Mince, j'ai mis le turbo. Là, c'est la bonne vitesse. On est tout au fond du lac. La vache, qu'est-ce que c'est vaseux. Regarde-moi ça. On nage en pleine bouillasse. C'est vaseux, mais on distingue encore des silhouettes. Je me demande bien ce qu'il y a. Des tas de trucs peuvent être cachés sous l'eau. Parmi toute cette vase. Ben et Melissa décident alors d'utiliser plutôt un détecteur EMF. Ce capteur de champ électromagnétique nous sera très utile pour rechercher des variations supérieures à la mesure de référence. Cet appareil est capable de détecter le rayonnement magnétique émis par tout objet chargé électriquement. Le vaisseau spatial a beau être immergé depuis des années, son matériel est probablement encore opérationnel. Si oui, Ben et Melissa parviendront peut-être à en capter l'énergie latente depuis la rive. Ici, on a vraiment un point de vue privilégié. Alors voilà North Bay. C'est cet endroit. Pas vrai? Indiqué par Duffy, là où se trouvaient ses témoins. On est pile sur la trajectoire dont il parlait. Ça venait de l'ouest. Je propose qu'on prenne quelques mesures ici et qu'on suive la rive. Si ce vaisseau a provoqué une coupure générale, il balance sûrement des tonnes d'ondes qu'on réussira à capter. S'il y a un champ magnétique, on pourra même le localiser par triangulation. Et on commencera à y voir un peu plus clair. J'ai aussi une boussole. Vérifie s'il n'y a pas de perturbation qui viendrait Donne. du nord magnétique. Une boussole pourra aussi mettre en évidence les anomalies magnétiques. Dans l'absolu, pour provoquer une telle interférence électromagnétique, ça vient du système de propulsion. Et s'il se trouve toujours dans le lac et qu'il émet toujours de l'énergie... Le détecteur réagira. Absolument. Si cet engin est capable de faire disjoncter des habitations, on le détectera d'ici. Il n'y a toujours rien. Rien du tout pour le moment. C'est à zéro. Je ne vois aucune perturbation. Réessayons un peu plus bas, sur la rive. Ça donne quoi? Il s'emballe un petit peu. Ouais. Il détecte sûrement une anomalie énergétique. Il se passe clairement quelque chose. Regarde, il est retombé à zéro. Le signal s'interrompt mystérieusement. On a tout balayé. S'il se trouvait ici, il n'y est plus. Ou alors il est désactivé. On a passé le lac au crible pendant des heures. Malgré le nombre de témoins, on n'a pas réussi à localiser le vaisseau. J'en viens donc à me demander, et s'il était venu, puis reparti?
On a plein de témoins. Mais je doute vraiment qu'il soit dans le lac. Il est reparti. Se pourrait-il qu'un vaisseau extraterrestre soit resté indétecté au fond de l'eau grâce à sa technologie et que le lac lui serve de base pour mener des missions secrètes? Dans la plupart des cas, il y a de l'eau pas loin. Et nous revoilà en train d'enquêter dans le même coin. Et la maison de Samantha Dick est carrément en face d'un immense lac. Ou je me trompe? Et on a ici l'un des plus grands lacs du Connecticut. C'est encore difficile de conclure que tout est lié, mais je vois des récurrences émerger. Toutes les apparitions d'orbes incandescents étudiées par Ben et Melissa se sont produites près d'une étendue d'eau. Serait-ce le dénominateur commun? Depuis notre virée au lac Bantam, je suis obnubilée par les orbes. De plus en plus de gens en voient. Mais ce n'est pas tout. Le nombre d'enlèvements dans le nord-est est préoccupant. Tom, Owen Quinn et Samantha. Ben et Melissa ont constaté une recrudescence des signalements d'orbes incandescents dans la région et ils disposent d'au moins un témoignage crédible d'enlèvement par des insectoïdes. Ces événements sont-ils liés entre eux? Et si oui, que veulent ces intrus? En entretien, Brian Bodden m'a confié être persuadé que les mêmes aliens venaient sur Terre depuis belle lurette. On a tendance à regarder vers les étoiles pour les voir arriver. Mais ils occupent peut-être déjà nos lacs, nos océans. Qui sait s'ils ne sont pas ici depuis longtemps? Cette espèce extraterrestre serait-elle en train de surveiller le nord-est en attendant de faire main basse dessus? Quelque part, la donne est en train de changer. De quoi ces insectoïdes sont-ils capables? C'est la question à 1000 $. Hélas, eux seuls nous le diront quand ils en auront envie. À moins que le gouvernement en ait sa petite idée là-dessus. Dans le prochain épisode, Ben et Melissa enquêteront sur des bases sous-marines établies par des extraterrestres en vue d'une potentielle offensive. On est à l'endroit exact où je pense que l'objet est entré dans l'eau. Et ils entendront les récits déchirants de rescapés qui affirment avoir été retenus dans ces bases. L'océan s'est illuminé. Avez-vous cru que votre ami et vous n'alliez pas en réchapper? Absolument, oui. Les aliens ont-ils envahi nos océans? Et que veulent-ils?